Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo comme chaque week-end. Alors, j'ai quelques petits environnements qui changent, etc. et quelques petits changements et un petit peu des problématiques de temps, ce qui explique que j'étais un petit peu plus passif cette semaine, ce qui n'est pas forcément payé bien entendu, mais bon ça on peut pas réellement choisir au niveau du timing. Mais globalement voilà, je tenais quand même à vous faire la vidéo, même si on n'a pas clôturé bien entendu, mais grosso modo voilà, on devrait en être là. Donc je vais tenter de faire une vidéo plus raccourcie que d'habitude. On reprendra le week-end prochain le cours normal des vidéos avec plus d'action et ce genre de choses là. Mais là voilà, bien entendu, dès que le CAC baisse de 1%, évidemment, c'est entre guillemets la panique. Et tout le monde voilà, va se dire, bon ça y est, c'est le point de départ, en effet, du crack, du retournement baissier, etc. C'est difficile à dire, hein. C'est tout ce que l'on sait actuellement, voilà, c'est que on a une consolidation éventuellement qui se met en place. Toujours est-il que, pour l'instant, je veux dire, même si on devait à prolonger, évidemment, cette conso, il faut quand même savoir de là où on vient, donc bien relativiser par rapport de là où on vient et par rapport donc au fait qu'on perd 1% sur la base des plus hauts en plus, donc on n'a pas figure de retournement à la baisse. On n'a pas grand chose, on a juste une conso. Ce que je vous avais expliqué ces différentes semaines, c'était que c'était haussier, mais que ce dont il faut se méfier quand on est dans des hausses prolongées comme cela, c'est justement de voir que les hausses se font avec finalement très peu d'acteurs. Et c'est là où je vous avais parlé du manque de souffle des marchés. Et donc ce qu'il faut comprendre par ce manque de souffle, c'est que c'est très difficile pour que ça donne le timing, mais ce que ça nous dit, c'est que quand vous avez une conso qui se met en place, il y a des probabilités assez fortes que ça ne se fasse pas à moitié, ou en tout cas que vous ayez pas mal de volatilité. En gros, qu'on ait du secouage de cocotier. Donc là, avec l'avènement de la Fed et les quatre sorcières aujourd'hui, on pourrait se dire qu'éventuellement on a un début. Maintenant, moi je pars du principe que hors Covid, météorite qui nous tombe sur le coin de la figure, on ne retourne pas un marché aussi fort, haussier comme ça, du jour au lendemain à la baisse, c'est-à-dire qu'on peut faire un prorata. Ce prorata peut être assez fort avec de la volatilité notamment, mais parce qu'aussi il faut bien intégrer que pendant des mois, on a eu des acheteurs qui ont surpondéré. Et donc à partir de ce moment-là, à un moment donné, quand vous devez sortir, eh ben, vous n'avez pas nécessairement la contrepartie en face. Et donc c'est ce qui crée justement un petit peu ces dips et cette pression baissière avec plus de force, de manière plus subite, plus forte, et qui peut un petit peu choquer parce qu'en gros, c'est comme si le marché nous avait endormis en fait ces dernières semaines et nous avait habitués à plus rien niveau volatilité. Donc du coup, dès qu'elle revient, ça choque et on a tendance à prendre peur parce qu'on perd 1%, alors qu'on en a gagné 15 quasiment sur les 2 derniers mois. Alors après, bien entendu, il y a ce qui s'est passé sur le CAC 40 et le fait qu'on a eu une illusion des indices parce qu'on a surtout des grosses caps qui ont performé. On avait eu, voilà, il y a 2-3 semaines également un petit retour, un retour des petites caps à jouer, mais on s'était dit, voilà, il va falloir faire attention ensuite à cette illusion et au fait que quand le consensus, on en avait parlé sur le consensus sur les matières premières, le consensus sur les valeurs cycliques, les valeurs value, le consensus pour jouer l'inflation, la remontée des taux, etc. Voilà, on avait senti que au préalable de ce mouvement-là, on commençait à manquer de souffle. Et c'était l'idée justement pour jouer le rebond sur les valeurs technologiques. Parce que on n'a pas attendu la Fed, et finalement la Fed ne fait que confirmer cela, pour jouer le scénario de se dire on va jouer la désinflation. On va jouer la désinflation, on en avait parlé dans différentes vidéos, c'est-à-dire que vous avez le goulot d'étranglement, vous avez cette compression entre l'offre et la demande, donc qui s'ajuste de par les prix, mais ensuite, je vous avais montré cette image d'une espèce de sinusoïdale, justement, où vous avez le contre-coup. Et peut-être qu'on rentre dans un marché, justement, qui va anticiper ce contre-coup, c'est-à-dire plutôt une désinflation, c'est-à-dire une baisse des matières premières, une résorption des différents goulots d'étranglement, etc. Et ensuite, c'est bien important de le comprendre, c'est que on peut avoir donc ce mouvement de court terme, etc., qui joue la désinflation, tout en gardant la vision long terme d'un retour de l'inflation. Mais ça, c'est bien comprendre les différents timings, justement, et les différents horizons.
Donc c'est là où il faut bien comprendre, et c'est toujours la même chose, où il y a beaucoup de personnes qui vont dire mais je comprends pas pourquoi l'or baisse, je comprends pas pourquoi l'argent baisse, je comprends pas pourquoi les matières premières baissent, pourquoi l'euro baisse également, et du coup, quoi, ça y est, le scénario que l'on avait est mort? Non, le scénario long terme que l'on a est toujours bon, mais en soi, il faut comprendre que vous avez des mouvements intermédiaires de contrepartie. Donc c'était mon but également, ce que je vous dis toujours, c'est de ne pas anticiper graphiquement ce que vont faire les marchés, mais c'est d'anticiper de par le sentiment de marché. Donc c'était mon but dans les différentes vidéos ces dernières semaines, etc. Après, ça n'empêche pas de se faire balader parce que le timing est très compliqué, et je me suis fait balader cette semaine aussi. Alors, il y a des aléas également de gestion du temps et d'environnement qui sont en plus se rajouter là-dessus. Mais toujours est-il, voilà, c'est pas l'idée, voilà, c'est que quand on travaille ce sentiment de marché, on n'a pas le timing exact et on ne doit pas chercher à avoir le timing exact. C'est juste savoir si on sait, parce qu'on a un petit portefeuille, qu'on aura la contrepartie nécessaire, et donc on joue la tendance tant qu'elle y est, et puis ensuite on pourra solder parce qu'on sait qu'on va trouver la contrepartie, ou quand on a un gros portefeuille, on est obligé d'être dans l'anticipation pour éviter de se retrouver en otage, à avoir des grosses positions sur des trucs qui deviennent subitement illiquides, sur lesquels on n'a plus de contrepartie, et si on sort, on va creuser le carnet d'ordre et faire rapidement mal à sa plus-value qui reste éventuellement, ou à sa moins-value. Toujours est-il, voilà, une fois qu'on a dit ça, ce qui est important de comprendre, c'est que pour l'instant, on sait rien, hein, c'est pas grand-chose. Donc on marque en fait une résistance. Alors on est allé chercher jusqu'au 6690, hein, pour la boutade, on avait parlé des 6666, chiffre de la bête, mais toujours est-il, voilà, donc pour l'instant on marque. On ne peut pas dire à ce stade-là que c'est le top de marché et que c'est le crack. Alors bien entendu, vous avez un paquet de personnes qui vont dire ça y est, c'est le début du crack. Peut-être qu'ils auront raison, mais je veux dire, c'est divinatoire. On pouvait dire ça ici, on pouvait dire ça ici, on pouvait dire ça ici, et ainsi de suite. Donc à un moment donné, oui, ça sera le moment. Mais il faut procéder par étapes, c'est-à-dire à ce moment ici, là, tout ce que l'on voit, pour moi, c'est une reprise de souffle. Si on passe en dessous des 6520, comme je vous en ai parlé, là, ça sera une reprise de souffle plus, c'est-à-dire une consolidation qui nous fera revenir vers la zone des 6004. Cette zone des 6004, pour moi, ça sera déjà un premier niveau important de soutien. En dessous de cette zone des 6004, on commencera en effet à attaquer la séance. Maintenant, dire qu'on va le faire d'un coup ou qu'on va faire plutôt quelque chose de volatile, c'est là justement où je suis plutôt sur la deuxième hypothèse, c'est-à-dire il faut s'attendre éventuellement à ce qu'il y ait des mouvements forts. Alors sur le CAC 40, c'est un indice, donc pas forcément, mais sur des valeurs individuelles, c'est là où il faut faire attention aux mouvements forts que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que ces valeurs-là ont tellement fait consensus pendant des mois que vous avez énormément de grosses positions qui se sont accumulées. Donc quand on doit s'alléger, ben on a agrandi la salle de concert, mais on n'a pas agrandi les portes de secours. Donc c'est ce qui crée le manque de contrepartie suffisant, parce que des positions qui se sont accumulées pendant des mois ne peuvent pas se liquider sur une seule journée, vous comprenez bien. Et donc du coup, c'est ce qui peut créer ces dips de marché. C'était ce que je vous encourageais à comprendre dans le manque de souffle. Une tendance haussière, mais dans un manque de souffle, c'est-à-dire que quand le prorata arrive, il ne se fait pas à moitié. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce prorata, il sera très certainement acheté, mais on ne connaît pas la profondeur. Donc moi je vais aviser chandelier après chandelier. Tout ce que là, le marché, alors que je vais faire une petite pause parce qu'il faut que j'accumule mon short. Donc voilà, l'idée elle est là, c'est de bien prendre en compte pour l'instant que c'est un chantier de consolidation. On peut continuer à aller chercher 6520, 6500 points, qui sont pour moi des niveaux de support, rebondir éventuellement, et il faudra voir ensuite la force du rebond pour savoir si on a une deuxième jambe qui peut attaquer, et on attaque réellement une phase corrective. À ce stade-là, c'est de la consolidation. Pour moi, c'est sain, dans le sens où il faut bien reprendre son souffle. Hein. On est quand même monté depuis le mois de mai, on le voit, on avait quand même gagné plus de 400 points. C'est pas rien quand même, ça reste un indice. Les valeurs du luxe, LVMH et compagnie, je veux dire, à un moment donné, là aussi, quand vous êtes sur des hausses exponentielles, même sur des grosses caps comme ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout un tas de positions énormes ont été accumulées. C'est-à-dire que quand vous allez avoir même un minima de prise de profit, mais on ne parle pas des gens qui liquident leur position du jour au lendemain, mais même ça, même des consolidations, du coup, vous pouvez ne pas avoir suffisamment de contrepartie acheteuse, et ce qui vous crée la volatilité. Donc c'était ce dont je vous avais parlé, à faire attention à l'illusion d'optique
des marchés, faire attention justement à cette idée de manque de souffle du marché qui peut créer ce retour de la volatilité, et du coup de l'intégrer à vos plans, de l'intégrer à votre horizon de placement, etc., et à votre taille de portif, et à votre prise de risque. C'est ça qui était le plus important. Donc si on revient sur le CAC 40, voilà, comme je l'ai dit, à ce stade-là, c'est trop tôt pour le dire si c'est le début de quelque chose ou pas. On va aviser chandelier après chandelier. Pour moi, premier niveau 6520, 6500. Deuxième niveau, la zone est 6004, 6420. Et ensuite, on avisera de la suite pour vraiment savoir si on a affaire à une dégradation. Je pars du principe qu'on ne retourne pas un marché haussier comme ça aussi facilement. Donc on peut avoir un premier prorata en effet qui peut être violent. Et ensuite, on peut rentrer dans du marché qui sera zigzagueux. Hein. J'en avais parlé il y a quelques semaines également, j'avais dit, une fois que ce mouvement-là est terminé, qu'est-ce qui va embêter, on peut avoir un prorata, mais qu'est-ce qui va embêter le plus en fait la plupart des intervenants, c'est finalement pas qu'on baisse fortement ou qu'on remonte fortement, finalement que le marché commence à consolider. Et quelque part, ça me fait penser beaucoup à 2017. On va regarder en hebdomadaire. En 2017, il y avait eu cette poussée ici, et là, vous le voyez, il y avait eu ce mouvement-là pendant 2-3 mois. Ça avait duré combien? Ouais, de mai à août. Vous voyez, vous aviez ce marché c'était une tendance haussière de fond, hein, bien sûr, on ne remet pas en cause, mais vous aviez eu cette consolidation qui ne s'était pas faite d'un coup. Et c'est là où on ne sait pas si on va le faire d'un coup, ou si on va le faire, vous voyez, les Américains, ils appellent ça un choppy market. Donc c'est de la volatilité, en fait, vous faites du zigzag. Et ça c'est pour qu'on soit acheteur ou qu'on soit vendeur, finalement, ça casse un petit peu le moral du trader. Mais toujours est-il, vous voyez, on avait conservé la configuration. Bref, c'est pas pour dire qu'on va faire exactement la même chose, c'est juste pour dire qu'à un moment donné, on a quand même énormément tendu l'élastique, même si on fait un retour sur même si on devait revenir sur les 6000 points, je dis pas qu'on va y revenir d'un coup ou pas, c'est-à-dire c'est quand même 10%, ça serait pas choquant, ça serait toujours du prorata qui ne remettrait pas en cause la tendance haussière. Donc c'est là aussi, il faut bien comprendre à un moment donné, quand on a autant étendu l'élastique, c'est ce manque de souffle dont je vous ai parlé, et du coup le risque c'est finalement qu'on ne sait pas si on va faire une petite consolidation tranquille, ou si on va y aller franco. Et c'est ça, pour moi, c'est toujours ça le risque, c'est pas de retourner à la baisse le marché, c'est de créer de la volatilité d'une manière subite. Et c'est là justement où, pour moi, au-delà du fait qu'il ne faut pas anticiper graphiquement, dans le sentiment de marché et suivant les tailles de portefeuille qu'on a, on est obligé quand même d'anticiper l'hypothèse de travail. Donc voilà, j'espère au moins que ça avait été suffisamment clair ces dernières semaines, etc. Et le pourquoi également, je vous parlais de cela, au-delà du fait que graphiquement c'est haussier point barre. Et si on regarde le graphique à aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas mort d'homme non plus actuellement. À ce stade-là, on a une petite alerte qui est en train de se mettre en place, mais qui à ce stade est une reprise de souffle, et même pas encore une remise en question et un début de conso. On verra, il nous faudra des chandeliers supplémentaires. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une petite alerte. Et donc du coup, sur le Nasdaq, c'est assez intéressant parce que comme finalement le marché se met à jouer la désinflation, on joue. Alors il fallait éviter le bruit. Hein. Faites toujours attention au bruit des décisions de la Fed, et il faut attendre quelques séances. Et je pense qu'on aura réellement la rotation du marché. Il faut que les portefeuilles s'ajustent, il faut que voilà, les positions s'ajustent. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de zigzags, ce qu'on appelle du secouage du cocotier ou du bruit de marché. Et il faut attendre, je dirais, au moins la semaine prochaine pour commencer vraiment à savoir ce que le marché va jouer. Pour moi, voilà, comme je vous l'avais dit, il va commencer à jouer un petit peu la désinflation. Pendant combien de temps il va jouer ça? Quelques mois, je suppose. Je partirai sur une base de l'été. Donc du coup, on va avoir l'impression d'un désamour sur tout ce qu'on a aimé ces derniers mois, c'est-à-dire essentiellement matières premières, value, valeurs cycliques. Mais pour autant, je ne pense pas que la vision de long terme est à mettre à la poubelle. C'est une phase intermédiaire. Du coup, pour moi, voilà, sur le Nasdaq, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait déjà continué, on en avait parlé déjà du retournement, et on s'était dit, tiens, il y a beaucoup de positions technologiques, beaucoup de valeurs technologiques qui sont en train quand même de mettre en place des configurations de rebond, voire de relance haussière. Donc on sentait bien que le marché était en train de jouer la désinflation, finalement, que l'inflation serait temporaire.
Et du coup, avec la décision de la Fed, on a, mis à part la première peur qui est de dire oh, mon Dieu, on va nous remonter les taux et on va nous sucrer les liquidités et on marche qu'à ça. Après, c'est la réalisation de dire oui, mais bon, inflation temporaire et la remontée des taux éventuellement. Alors bien entendu, il y a certaines personnes qui parlent de 2022 et il faut pas croire quand on nous donne le calendrier de 2023, c'est pas un truc, il faut pas penser que la Fed va tamponner le truc et dire 2023 et pas autre chose. Si l'inflation repart, etc., si la croissance, alors la croissance est déjà forte, mais si on redouble, etc., et qu'on fait vraiment de la surchauffe, bah, la Fed réagira dès 2022. Donc c'est là aussi où il faut comprendre les anticipations du marché. Et parfois, le marché il est long à la détente, il met quelques jours à intégrer une information, voire des fois une bonne semaine ou deux, et parfois il va surréagir avant de réaliser que c'est peut-être pas ça le vrai problème actuellement. Donc l'idée là, on l'a vu sur les banques. Le premier mouvement a été de dire relèvement des taux. Relèvement des taux, très bien, je continue à jouer mes bancaires. Ok. Et le deuxième niveau, c'est de se dire, ouais, mais avant que le relèvement des taux permette aux banques, etc., de s'en sortir, il y a peut-être un mouvement de désinflation actuellement qui peut jouer. Donc voilà, il faut comprendre un petit peu les intégrations. Alors, peut-être que la semaine prochaine, le marché choisira autre chose, mais pour l'instant, c'est comme ça que je le décrypterai. Et évidemment, j'ai un biais puisque c'est en ligne avec toutes les différentes vidéos que j'ai pu vous publier ces dernières semaines dans ce type d'hypothèse de travail. Alors sinon, graphiquement parlant, au niveau du Nasdaq, il n'y a pas péril en la matière non plus, hein. Vous le voyez, on est toujours haussier. Alors on est en train, un petit peu à l'approche de la résistance, on voit de un petit peu hésiter. Mais ma foi, pour moi, pour parler de consolidation et pour commencer en effet à voir les valeurs technologiques un petit peu pêcher, il faudra au moins repasser en dessous des 13 800 points. Pour l'instant, c'est pas le cas, on peine un petit peu, et ce dont on avait parlé ces semaines précédentes, c'était que il y avait encore cette marge de manœuvre, puisque les GAFAM n'avaient pas encore cassé, hein. On avait parlé de Apple et de Amazon, qui étaient toujours dans des congestions à plat, et donc si le marché voulait partir en bouquet final, il fallait que ces valeurs-là accompagnent. Et vous voyez le côté bouquet final, avec les mouvements assez importants d'Amazon, Apple c'est la même chose, qui reviennent sur les niveaux de résistance. Cassera pas, c'est pas la question, c'est haussier. À ce stade-là, c'est haussier, on peut toujours avoir une petite conso intermédiaire, mais absolument pas anticiper aujourd'hui de dire que c'est la fin des haricots et qu'on va vers un tournement. Donc on a bien ce côté marché qui joue la désinflation et qui finalement est revenu jouer les valeurs technologiques. Donc ce qui est intéressant également, c'est de regarder ce qui se passe sur les taux, et on a bien eu cette validation, j'en avais parlé, je pense que c'était l'académie mercredi soir ou mardi, mercredi soir quand j'ai fait la vidéo, de dire que voilà, le premier mouvement a été de dire oulala, oh mon Dieu, remonter des taux, c'est reparti pour un tour pour jouer l'inflation, etc. Mais graphiquement parlant, c'était l'idée de dire c'est une simple conso alors qu'on a cassé. Donc là aussi, c'est là aussi où l'avantage de l'analyse graphique peut vous éviter un petit peu le bruit du marché. Et là, l'avantage, c'est de dire oui, la tendance est toujours baissière à long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre l'inflation au placard. Ça reste l'hypothèse de travail et le scénario long terme. Par contre, dans un mouvement de moyen terme, et on l'avait déjà validé depuis la fin du mois de mai, et c'était l'idée justement de redevenir positif sur les valeurs technologiques, et là, mea culpa pour moi, c'est-à-dire la différence entre mon sentiment de marché et mes positions ont pas été tip-top, mais bon, il y a un certain nombre d'aléas actuellement, donc c'est aussi ça le trading, c'est de faire attention à différents aléas d'environnement, etc., que vous pouvez avoir, qui vont vous impacter. Donc c'est aussi ça, l'idée des fois de sécuriser et peut-être d'anticiper un mouvement, parce qu'on sait très bien qu'on est dans une période personnelle, etc., où on va pas être au top. Donc on voit là aussi, des fois, et c'est ça le trading aussi, on peut avoir tort
et finalement gagner sur ces positions, et on peut avoir raison et perdre sur ces positions. Donc il faut savoir aussi faire la part des choses de cette manière-là. Donc là, l'idée pour moi est exactement la même, c'est-à-dire que le scénario long terme, pour moi, c'est toujours pareil, on ne met pas l'inflation à la poubelle. Par contre, on reste dans cette détente et dans ce jeu de désinflation à ce stade-là, jusqu'à preuve du contraire. Et on le voit, c'est confirmé entre la séance d'hier et d'aujourd'hui, avec une relance du prix des obligations très long terme, ici c'est le 20 ans, donc ça veut dire une baisse, une détente sur les taux. Donc le marché joue vraiment l'inflation temporaire, et ce côté des inflations. Donc du coup, en jouant l'inflation temporaire, et on avait eu des prémices, hein, il ne faut pas croire que c'est la Fed qui a crié la fin de la récré. La Fed est finalement dans l'absolu ce qui déclenche la validation, mais en mode pionnier, hein, on en avait pu en parler, on avait déjà vu la baisse de différentes matières premières, on était déjà en train d'acter, le marché était déjà en train d'acter cela. Et tout ce qu'on fait, en gros, c'est en mode maintenant consensus, quelque part, et rush, c'est ça qui vous donne le flux. Donc c'est un afflux finalement, de plus en plus de personnes dans le marché, d'opérateurs de marché deviennent convaincus et donc valident finalement le mouvement qui avait été plus ou moins anticipé au préalable. Voilà, j'espère que je suis assez clair, je ne suis pas forcément dans les meilleures conditions pour vous faire la vidéo. Donc au niveau pétrole, c'est même chose, c'est une tendance qui reste haussière. Mais on s'en était parlé aussi, voilà, si ça doit reprendre un petit peu son souffle, si on doit jouer le côté des inflations, c'est aussi qu'on joue le fait que on a anticipé tout ce qui était croissance, on a anticipé tout ce qui était réouverture. Donc là, le marché, il anticipe ce dont j'avais parlé, qui est le contre-coup, le contre-effet. C'est-à-dire que des goulots d'étranglement, si on parle au présent, bien sûr, il y a encore des goulots d'étranglement, bien sûr, il y a encore des pénuries, bien sûr, il y a encore énormément de FOMO sur le marché immobilier, sur les prestations de services, sur un paquet d'ordres d'achat, etc., qui sont en train de se faire maintenant. Mais beaucoup sont faits en anticipation. C'est-à-dire que c'est des achats, etc., qu'on n'aura pas plus tard. Et donc c'est ça, ce contre-coup-là, désinflationniste, qu'il faut voir. Alors combien de temps il durera et dans combien de temps on aura les statistiques qui prouveront ça j'en sais rien, c'est une affaire de quelques mois certainement. Mais le marché, il est en train déjà d'anticiper ça. Et peut-être que quand on sera en septembre ou en octobre, eh ben, le marché, il aura fini d'anticiper ça, on aura les statistiques qui nous prouveront que c'était la réalité, et le marché se mettra à anticiper le prochain coup, qui peut-être sera à nouveau la crainte d'un retour de l'inflation, trop de monnaie à être injectée, etc. Et on passe en mode surchauffe. Voilà, donc bien comprendre un petit peu les poupées russes des différentes implications avec les différents scénarios et les hypothèses court terme, moyen terme et long terme. Donc au niveau du Brent, petite consolidation qui est en train de se mettre en place à ce stade-là, mais ça reste haussier. Donc là aussi, c'est bien comprendre aussi et suffisamment prendre de recul pour se dire que c'est bon. Après le run qu'on a eu, ça mérite aussi de souffler. Et ça ne remet pas en cause la tendance haussière. Et là, le premier niveau de soutien, c'est la zone des $70 par exemple sur le Brent. Ensuite, ce dont on peut parler, c'est l'or évidemment. Alors les mouvements, voilà, les mouvements sont quand même pas anodins. On le voit, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre quand vous êtes dans un marché qui est acheteur, mais qui commence à manquer de souffle. C'est-à-dire, la crainte, c'est ce genre de choses-là. C'est pour ça que je vous en avais parlé en anticipation. La crainte, c'est qu'à un moment donné, voilà, la porte de sortie est trop petite, et du coup, il n'y a pas suffisamment de contrepartie, et vous avez ce type de prorata-là qui se met en place. L'hypothèse de travail, le scénario long terme, pour moi, il ne change pas. Mais par contre, là, le marché, il a été douché et il joue à plein cette désinflation. Donc, on n'a même pas tenu les supports que je pensais à les tenir, hein, honnêtement. Je pensais que cette zone des 1790, $1800 allait pouvoir tenir. On a tout pulvérisé. Alors, on a peut-être un niveau de support ici, mais globalement, même si on a du rebond technique, bien entendu, on a quand même cassé la dynamique à court terme. Même chose sur l'argent, on casse la dynamique à court terme, mais on reste encore dans les dispositions de long terme. Donc on voit bien encore ce marché qui joue l'inflation temporaire et donc qui joue la désinflation.
Et enfin, un autre mouvement puissant qu'on a eu, c'est sur l'euro-dollar. Vous le voyez, donc finalement, l'or suit pas mal ce que nous fait l'euro-dollar. Donc mouvement très puissant sur l'euro-dollar qui n'a pas attendu la Fed, hein, on avait quand même dégradé un petit peu avant, mais la Fed un petit peu lâche les chevaux, clairement. Et donc là aussi, un gros mouvement qui se met en place, et la zone de support que je trouvais importante justement pour conserver une bonne dynamique sur l'euro, des 1,20, 1,19, complètement pulvérisé à la baisse. Alors là aussi, on aura certainement un petit rebond technique, mais c'est là où ça va être très intéressant d'observer ces rebonds techniques, d'observer leur force, mais s'ils butent sur cette zone-là, ça ne remettra pas en cause le mouvement de court terme, et on restera à nouveau sur la reprise d'un dollar fort. Donc dollar fort, évidemment, ça ne plaît pas aux émergents, ça ne plaît pas aux matières premières, et on re-rentre dans ce que je vous avais expliqué au début de l'année, c'est-à-dire où tout le consensus était à fond sur l'or, à fond sur la baisse du dollar, etc. Et voilà, et quand la salle de concert a été bien bondée, etc., c'est là où vous avez ce risque de prorata et de volatilité, comme je vous l'explique souvent, de manque de souffle, et c'est là où vous avez le secouage de cocotier et des ajustements de position qui ne remettent pas forcément en cause le long terme, mais qui à court terme, parce que les portes de sortie sont pas suffisamment larges, secouent pas mal le cocotier et créent ces prorata de volatilité. Donc là, pour moi, ça avait été la même chose et ça avait été l'idée d'être contrarien. Ici, c'était la même idée d'être contrarien. Une fois qu'on voit, c'est ce que je vous partage aussi de temps en temps dans des vidéos que je publie, c'est de voir le positionnement des gérants. Le positionnement des gérants était devenu très surpondéré en valeur value, en valeur cyclique, en baisse, en jouant la baisse du dollar, en jouant la hausse de l'or, etc., la hausse du pétrole. Et en règle générale, voilà, c'est quand vous commencez à revoir tous les objectifs des analystes, etc., qui sont tous plus hauts les uns que les autres, que c'est le moment, pas de vous dire c'est la fin des haricots, mais potentiellement à court terme, il va falloir en fait nettoyer le marché, parce qu'il y a trop de surpondération. Donc ça, c'est du nettoyage de marché. On secoue un petit peu le cocotier, les mains tremblantes, et on nettoie le marché. Et donc du coup, on revient dans un dollar fort, qui revient sur cette étape-là. Donc ça, voilà, c'était pour moi le bilan. Alors, comme je vous ai dit, malheureusement, j'ai pas nécessairement suffisamment de temps pour rentrer plus dans le détail. Mais globalement, j'ai essayé de vous donner les cartes aussi pour éviter, voilà, de terminer le week-end un petit peu en mode l'autruche qui a la tête dans le trou, etc. Mais voilà, globalement, rien de neuf, hein, et le début d'une consolidation, et surtout, voilà, faire attention à ces prorata et à la volatilité qui peut advenir du fait des surpondérations que l'on a eues pendant des semaines et des semaines avec ce manque de souffle. Donc il va falloir maintenant aviser chandelier par chandelier, voir la force des rebonds techniques qui peuvent se mettre en place, et c'est ça qui va nous permettre de dire si on est sur un mouvement de consolidation ou si on attaque directement la correction. Ça, voilà, on peut le dire qu'au fur et à mesure, et l'analyser de par la force des rebonds, de savoir si on est sur quelque chose qui est juste une petite conso intermédiaire, et on va repartir comme en 40, ou voilà, on est vraiment en train de valider une inversion. Mais ça met du temps, ça aussi. Il ne faut pas croire que ça se fait du jour au lendemain. En général, voilà, le prorata, la peur, etc., ça, c'est ce qui peut être subi. C'est de ça dont on essaye de se prémunir et d'anticiper. Mais ensuite, la construction qui va en résulter, c'est un zigzag qui peut durer du temps. Et ça, c'est difficile de dire, voilà, combien de temps ça pourra durer éventuellement. Mais l'idée, bien entendu, c'est que même si en ce moment, voilà, j'ai un petit peu des contraintes, je ferai en sorte, voilà, de continuer de vous publier. Je ferai en sorte également de vous publier un certain nombre de choses la semaine prochaine, et de tenter de revenir avec une vidéo crypto. Je n'ai pas eu le temps d'en faire cette semaine, je m'en excuse, mais la semaine prochaine, sans faute. Alors ça sera peut-être pas lundi, comme d'habitude, mais j'essaierai à nouveau de vous faire un petit état des lieux au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclaircir potentiellement, vous faire des rappels peut-être par rapport à d'autres choses, à d'autres vidéos que vous avez pu voir de par le passé, et à vous potentiellement vous préparer
pour la semaine prochaine et à la suite, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires, puisque bon, j'ai au moins, je me ferai quand même un plaisir de vous répondre par commentaire s'il y a des questions, etc. N'hésitez pas à proposer vos actions. Alors cette semaine, désolé, je suis un peu pris par le temps, donc je peux pas intégrer vos actions, mais le week-end prochain, promis, on reprendra un petit peu le cours normal des choses. Et je vous donne rendez-vous lundi sur gravecobourse.fr, alors que je me suis en train de me faire attaquer, pour justement le suivi. Je continuerai de suivre mon portefeuille et j'essaierai d'être un petit peu en mode moins passif, ce qui n'a pas été bon. Je me suis fait également balader, hein, il ne faut pas croire. C'est pas parce que éventuellement on a la bonne hypothèse, etc., qu'on se fait pas balader par le timing également des marchés. Ça fait partie également du jeu et c'est également ça la bourse. Excellent week-end une nouvelle fois. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me dire ce que vous faites, quels sont les titres que vous privilégiez. Je me ferai un plaisir de vous répondre et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Merci à toutes et à tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça motive à continuer. Excellent week-end une nouvelle fois, salut les graphes.